finalement, la bascule en politique, comment est-elle venue? Comment s'est-elle faite? Quel mandat avez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis conseiller municipal provisoirement puisque j'ai annoncé en début de semaine que j'allais quitter mes fonctions parce que je ne me reconnais pas en fait. Donc je suis élu dans une petite commune de 300 habitants qui est une commune qui est effectivement, comme toutes les petites communes, sur le déclin, avec une équipe municipale qui, à mon sens, est là depuis 70 ans. Moi, je suis arrivé il y a 4 ans dans cette commune de la Nièvre, qui est là depuis 70 ans, donc il y a cette culture du déclin. C'est-à-dire que dès qu'on cherche à proposer, alors ça ne va pas du tout plaire si jamais ils voient la vidéo, mais à partir du moment où on cherche à proposer quelque chose d'innovant qui est en lien avec il y a quand même un grand chamboulement. Moi, je travaille beaucoup sur la ruralité en tant que journaliste. Il y a un chamboulement énorme dans ce qui se passe. Il y a une façon de vivre qui est en train de changer. Il y a une appréhension de l'économie et de la ruralité qui est en train de se bouleverser. Et je crois que tout le monde ne le voit pas. Et donc, quand on parle de circuits courts, quand on parle de boutiques à laisser, de maraîchage, de maraîchers locaux, on a des gens en face qui nous disent oui, mais non, mais de toute façon, c'était déjà un magasin il y a 30 ans, ça a fermé, ça ne va pas marcher. Alors qu'au contraire, moi, j'ai des exemples tous les jours, partout. Donc, je suis en Côte d'Or en plus, une grande partie du temps où c'est un département très, très dynamique. On a des exemples, en fait, il y a une vraie révolution qui se passe en ruralité. Moi, je voulais participer à cette révolution en tant qu'élu local. Je n'y parviendrai pas, j'en suis conscient. Donc, pour l'instant, je me mets en pause de mandat et puis je réfléchis à l'avenir. Finalement, la politique, comment est-elle venue à vous? Ou comment êtes-vous allé à elle? Comment finalement on arrive à être sur une liste dans le cadre d'élections municipales, du coup en 2000, c'était quand? C'était les précédentes, en 2019? 2020, oui. 2020, ouais. J'ai eu un très long parcours en fait depuis D'accord. une douzaine d'années. C'est-à-dire que avant j'étais à Nevers et je me suis engagé dans la campagne électorale du maire en 2014, donc qui s'appelle Denis Thuriot, qui est aujourd'hui un rallié à l'REM, mais qui à l'époque était un candidat sans étiquette. Et ça, c'est une chose qui me plaît beaucoup. Moi, j'ai été au Parti communiste très très jeune, quand j'avais 16-17 ans, comme plein de jeunes. Et j'ai quitté en fait le parti. J'ai plus jamais voulu être encarté parce que je trouvais, je comprenais pas en fait pourquoi on rejetait une idée intéressante à partir du moment où elle venait de quelqu'un d'autre, de l'extérieur. Et quand j'ai fait campagne en 2014 avec le maire de Nevers, ce qui m'a intéressé, c'est justement cette ouverture. Et donc, on a fait campagne, on a gagné haut la main. D'ailleurs, il a été réélu en 2020. Moi, j'ai quitté, j'ai été en fonction au cabinet pendant 2 ans et demi à peu près. Et je suis parti parce que j'avais fait le tour de ce que j'avais à y faire. Et puis, enfin voilà, ça s'est super bien passé. Mais c'est cette idée qui m'a intéressé, c'est l'aspect sans étiquette. Quand Emmanuel Macron est arrivé, euh, mon cœur a balancé entre l'idée de me dire ce qu'il propose, c'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, le maire de Nevers disait toujours, puisque ça avait été le premier maire sans étiquette d'une ville de plus de 20 000 habitants, il disait toujours Emmanuel Macron, ce qu'il propose, c'est ce qu'on a fait déjà il y a 3 ans, ce qui n'était pas faux. Après, je l'ai vu, moi, en discours à Nevers, j'ai trouvé qu'il y avait un côté, qui me faisait peur. J'étais avec 2 amis qui venaient de Paris, d'ailleurs, qui étaient des proches d'Emmanuel Macron. Quand on est sorti, je leur ai dit, pour moi, c'est un discours de populisme de gauche. Il me fait peur. C'est-à-dire que c'est un discours où il y a beaucoup d'éclat comme ça, mais il y a une maîtrise du mot qui est incroyable. Il y a un sens. C'est un homme de culture, on ne peut pas lui retirer ça. Mais en même temps, il y avait un vide sidéral dans ses propositions. D'ailleurs, on le voit toujours aujourd'hui, à mon sens. Et donc, je me suis un peu détaché de ça. Ensuite, j'ai fait campagne contre une députée En Marche dans la Nièvre, avec qui j'ai fini par travailler, parce qu'elle a été fair-play. Elle m'a dit, puisque vous critiquez tout le temps, venez. Et on est resté 18 mois ensemble. Ensuite, je suis parti. Je suis parti parce que c'était plus possible. Déjà, le rapport à mon métier de journaliste était très difficile au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de La République En Marche. En fait, ils passaient leur temps à critiquer les journalistes, que les journalistes ne faisaient pas leur travail, à partir du moment où ils le faisaient, parce que je pense qu'ils le faisaient justement à ce moment-là, d'être très objectifs, mais on leur reprochait d'être objectifs, donc j'ai fini par partir. D'accord. La majeure partie du premier quinquennat d'Emmanuel Macron a été absorbée, phagocytée
prise dans le vortex de la crise sanitaire. Quel regard vous portez sur cette gestion sanitaire avec un peu de recul maintenant, au moins 2 ans, un peu plus de 2 ans, en sachant évidemment que, comme je le rappelais tout à l'heure, vous avez pris très clairement position contre cette gestion sanitaire, en particulier contre les outils, ça c'est moi qui le rajoute, de discrimination et de crédit social à l'occidental, qu'ont été le pass sanitaire puis le pass vaccinal. Je rappelle que vous avez été signataire d'une pétition en janvier dernier, Nous ne sommes pas dupes, pour faire barrage aux bibliothécaires qui souhaitaient que le pass soit imposé dans ces lieux de culture, et puis d'autres actions auparavant. Donc, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu vos positions sur la gestion sanitaire, puis le regard, la prise de champ qu'on peut faire avec plus de 24 mois de recul sur j'allais dire cette folle parenthèse, on espère que c'est une parenthèse, mais on sent bien venir ce virus de la peur en permanence dès que le peuple se réveille, dès qu'il ne va pas dans le bon sens, et puis dès qu'il s'agit tout simplement de surveiller, de contrôler avec ces outils-là. Voilà. Moi, ce que je reproche à Emmanuel Macron, c'est pas d'avoir été surpris par le Covid, parce que tout le monde l'a été, même moi-même. J'ai presque 50 ans, je suis dans un état de santé relativement bon, mais comme tout le monde, avec des soucis. Je ne lui reproche pas d'avoir été surpris, je ne lui reproche pas d'avoir été pris au dépourvu. Ce que je lui reproche, en fait, c'est la façon dont se sont prises les décisions. C'est-à-dire qu'on a un président qui nous a dit « nous sommes en guerre ». Moi, à partir du moment où on est en guerre, j'estime qu'on doit appeler au courage des gens. Quand il y a eu, je vais faire une comparaison, mais quand le général de Gaulle a appelé à la résistance, il n'a pas dit aux gens « attention, c'est la guerre, restez chez vous ». Il a dit aux gens « c'est la guerre, battez-vous ». Voilà. Moi, j'aurais aimé que le président de la République nous appelle à du courage et pas nous appelle à avoir peur. Et à partir de ce moment-là, c'est ça que je lui reproche vraiment. Sur les décisions politiques, je suis plutôt mesuré. Je trouve qu'il en a pris de bonnes, notamment sur le pouvoir d'achat des Français, sur les impôts. Je trouve qu'il y a des choses plutôt pas mal. Il y a des choses dans lesquelles je me reconnais aussi, notamment sur le pass culture, enfin, voilà, sur les décisions en elles-mêmes. Mais c'est vraiment la crise Covid, c'est beaucoup plus une question de forme que de fond. Donc, le conseil de défense, le conseil scientifique, ces instances-là opaques, par exemple. Voilà, c'est ça. Et puis le fait de dire aux gens, ayez peur. Et ça, c'est insupportable. Parce que, d'ailleurs, on le voit, moi, je suis assez admiratif de ce qui se passe en Ukraine. Alors, pas forcément du président Zelensky, parce qu'il est sujet à caution, et moi, je ne le connais pas, donc je ne peux pas juger. Mais j'ai rencontré des Ukrainiens, je vois le comportement et le courage qu'ont les civils ukrainiens. J'aurais aimé que le président Macron, en mars 2020, nous dise, voilà, on est confronté à quelque chose qu'on ne connaît pas, il va falloir qu'on se batte ensemble, et pas rester chez vous, on va se battre pour vous, avec des outils. Et alors, quant aux outils, j'avais signé cette pétition pour les bibliothécaires parce que j'avais déjà été outré en fait, qu'on puisse interdire les rayons livres dans les magasins et considérer les libraires comme non essentiels. Ça, c'est déjà considérer des commerçants comme non essentiels, ça m'avait choqué, mais alors en plus des commerces de culture. Et sur le pass sanitaire, pour moi, c'est une remise complète en question de l'idéal français et de ce que doit être la France, c'est-à-dire un pays des droits de l'homme, un pays de l'égalité. Et contrairement, même si on nous a dit le pass sanitaire, c'est une question de santé, d'égalité, de prendre soin des autres, pour moi, c'est un outil dramatique. Alors, j'aime pas du tout les points Goldwyn, mais je pense que depuis les laissez-passer de 40, on n'avait jamais vu ça en France. Et ça, c'est ce qui m'a choqué. C'est-à-dire que ce principe d'égalité, pour moi, il est fondamental. La liberté, l'égalité, la fraternité. Je ne me suis pas battu sur le plan de la liberté, parce qu'effectivement, la liberté, c'est aussi de prendre soin des autres. La fraternité, c'est de prendre soin des autres. Mais le principe d'égalité, il était terrible. Et je peux pas. Après, il y a eu les propos de j'emmerde les Français, je vais emmerder les non-vaccinés. Enfin voilà. Moi, j'ai jamais été anti-vax. Je ne suis pas médecin, déjà, je ne suis pas épidémiologiste, donc je ne peux pas juger. J'ai entendu, je pense que la science a perdu beaucoup de sa crédibilité pendant cette crise, parce qu'on a eu tout sur les plateaux. Enfin, je me souviens de Megarban, par exemple. Voilà,
nous annonçant le cataclysme à la rentrée qu'on n'a pas eu. Enfin, voilà. Donc, je ne suis pas médecin, mais je pars du principe que les gens font ce qu'ils veulent. Si les gens ont besoin de se faire vacciner pour se rassurer, ils se font vacciner. Moi-même, je l'ai été. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, voilà, j'ai suivi, je fais confiance à la médecine en général, et puis je fréquente beaucoup de médecins. Mais sur le pas, je suis resté opposé, puis je reste opposé, et je suis très inquiet en fait de ce qui s'annonce avec la fin de l'état d'urgence au 31 juillet. Je sais qu'il y a une réunion qui doit avoir lieu à ce sujet-là le 25, je crois. Je suis très, très inquiet. Parce que j'ai peur qu'on soit rentré dans un système qui semble… On a bougé les cursus, en fait. Moi, je me souviens au tout début de la crise, quand il y a eu les histoires en Chine où on enfermait les gens, j'ai dit à mon époux, j'ai dit, mais ils font ça en France, mais la France est dans la rue. Ben non, la France n'est pas dans la rue. La France s'est laissée enfermer, la France s'est laissée mettre un pass pour pouvoir accéder. Encore aujourd'hui, dans les hôpitaux, par exemple, on doit faire des examens, il nous faut un pass sanitaire. Et j'ai peur qu'ils ne reviennent jamais en fait, là-dessus et que ce soit rentré dans les mœurs. Voilà. Et j'ajouterais en plus, juste pour finir sur ce sujet, que je constate, en fait, je me rends compte maintenant, moi je suis un boomer, comme disent les jeunes, je me rends compte qu'on est dans une société qui est dirigée et qui est faite pour les gens qui ont 25 ans de plus que moi. J'ai l'impression d'être pris en étau. J'en discute avec ma fille qui a 20 ans, qui me dit mais c'est les gens de 70 ans, là. Alors pas tous, hein, je ne vais pas faire une généralité, mais c'est des gens de 70 ans qui sont en train de nous transmettre leur peur. Ils ont peur de vivre, ils ont vécu correctement, parce que les années 80 ont quand même été plutôt pas mal de ce côté-là. Ils ont vécu très correctement, ils sont en train de nous transmettre leurs peurs, leurs angoisses, leurs incertitudes, et puis de nous expliquer que c'est à nous de devoir faire des sacrifices pour compenser en fait cette espèce de liberté qu'ils ont eue pendant 20 ans. Voilà.